Bonjour à tous, c'est Marmalade, coach, expert en JDR et formateur, et aujourd'hui je réponds à une de vos questions. Si jouer c'est agir, comment on fait pour que les joueurs explorent un peu plus la psychologie des PNJ? Alors derrière cette question, je pense qu'il y a un besoin de la part du maître de jeu de vouloir parler de ses personnages, mais en même temps de ne pas prendre trop de place par rapport aux joueurs. C'est pourquoi il y a un équilibre à trouver entre montrer tout ce que votre personnage a à offrir au niveau de son caractère ou de ses capacités, et en même temps permettre aux joueurs d'interagir avec et de ne pas se sentir écrasé ou remplacé par ce dernier. C'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur les raisons qui peuvent pousser à se poser cette question d'abord, et après je donnerai tous les éléments nécessaires pour y répondre. Comment un maître de jeu peut bien montrer à ses joueurs la psychologie de ses personnages? D'abord, il faut se poser la question de quel intérêt il y a pour les joueurs à connaître la psychologie, le caractère, le comportement de ce personnage. Un personnage non joueur, normalement vous le savez déjà, c'est un personnage qui est d'abord utile. Il est soit utile immédiatement pour une action, soit pour un peu plus tard, donc on va dire qu'il est soit utile, soit nécessaire à l'ambiance. Et la question qui peut arriver avec la psychologie d'un personnage, c'est de se demander si le fait de montrer son caractère, de le faire comprendre aux joueurs, ça va le rendre mémorable et intéressant. Et ça, vous savez que c'est un piège à éviter. Un personnage ne devient pas mémorable par décision du maître de jeu, mais par décision des joueurs. Et donc, comment est-ce que je fais en tant que maître du jeu pour ne pas être frustré par le fait de ne pas pouvoir développer mes personnages au risque de nuire aux joueurs, et la volonté de faire avancer l'histoire, mais quand même de manière intéressante. Parce que c'est ça aussi le problème. Si tous vos personnages sont extrêmement lisses ou identiques, on va se dire que ça peut être nuisible à votre aventure. C'est pourquoi il peut être intéressant de créer une psychologie de personnage, des détails, des comportements. Évidemment. C'est pourquoi il y a plusieurs astuces qui vous permettent d'atteindre ce point d'équilibre entre développer ce que vous avez envie en tant que maître du jeu et assurer surtout le rythme et le plaisir de jeu pour vos joueurs. Révélez la psychologie de vos personnages par le biais de leurs actions, de leurs réactions à ce qui se passe. En quoi révéler la psychologie par les actions est intéressant? Eh bien, ça permet de faire avancer l'histoire quand même, parce que votre personnage fait une action, mais en même temps, cette action ou cette manière de faire cette action donne des indices sur le caractère du dit personnage. De cette façon, vous n'entravez pas l'action, et en même temps, vous donnez des informations. Quand des monstres attaquent un village dans lequel vos joueurs se trouvent, les personnages non joueurs que vous animez en tant que MJ, présents dans ce village, vont avoir des réactions. Ils vont hurler, ils vont vouloir se protéger, se barricader, se cacher. Et parmi les personnages de ce village, il y en a peut-être certains qui feront autre chose, par exemple vouloir se battre ou aller chercher les joueurs pour interagir avec eux et essayer de se regrouper pour faire face à la menace. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de dire aux joueurs, ce personnage est débrouillard, est courageux, ou autre chose, selon la manière avec laquelle vous présentez l'action. Et donc là, l'intérêt pour les joueurs de connaître ce personnage, de connaître le caractère de ce personnage, il est tout trouvé. Ils se disent qu'ils vont pouvoir avoir de l'aide, par exemple. Éventuellement, durant les interactions entre les joueurs et vos personnages non joueurs, vous pouvez décrire brièvement ce qu'il se passe dans la tête des personnages non joueurs. Par exemple, les émotions qui se véhiculent en un échange de regards. Tu vois que le personnage est un petit peu confus en raison de ce que tu lui racontes, mais comme il a l'air de juger que t'es quelqu'un d'à peu près honnête, il finit par hocher la tête et dire ok, c'est bon, vous pouvez passer. J'ai eu le cas dans une séance où des joueurs devaient intervenir dans une ville qui était hantée. Et au moment de faire face au monstre qui était responsable du problème, un des personnages non joueurs qui s'est retrouvé présent a pu avoir un petit moment d'action. Ce n'était pas du tout un rôle central et le personnage en question n'a pas du tout volé la vedette aux joueurs. En revanche, il a donné un coup de main aux joueurs parce que ces derniers avaient besoin qu'on leur amène quelque chose, et à ce moment-là, j'ai pu raconter comment le personnage non joueur amenait l'objet aux joueurs. Ils étaient donc dans une scène face à une créature, et donc ce personnage non joueur, il avait l'air assez perdu, assez effrayé par la situation, mais contre mauvaise fortune bon cœur, il faisait quand même ce que les joueurs lui demandaient pour se montrer utile et essayer de résoudre le problème. Et donc ce personnage était plutôt secondaire, il servait surtout à l'ambiance. Mais la manière avec laquelle j'ai montré qu'il était un peu tremblotant, qu'il regardait un peu tout autour de lui, mais qu'en même temps il acceptait son sort et qu'il faisait face à son destin, et bien plus tard, l'un des joueurs s'est dit ah, je sais que ce personnage nous a bien aidé et qu'il a montré et qu'il a fait preuve un peu de courage face à l'adversité, donc
je vais le recommander à un de mes supérieurs plus tard dans l'histoire. Et donc là, je n'ai pas dit explicitement aux joueurs, alors voici Maeva, c'est une fille un petit peu blasée, un petit peu timide, mais qui a une certaine force de caractère, et qui ignore qu'elle a une forme de courage qu'elle révélera uniquement dans les moments où elle sera poussée à bout. Non, je l'ai montré directement dans la scène, et si les joueurs y accordent de l'intérêt, très bien, tant mieux pour eux. Autrement, ça aura juste servi l'ambiance, mais ça n'aura pas ralenti l'action. Aussi, pour qu'un personnage non-joueur puisse exprimer plus pleinement sa psychologie, il y a plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez le placer. D'abord, vous pouvez le placer de manière récurrente, c'est-à-dire qu'il va intervenir à plusieurs reprises dans l'histoire des joueurs. Il n'a toujours pas besoin d'avoir un rôle très important, mais le fait qu'il finisse par devenir une habitude pour les joueurs peut donner envie à ces derniers de vouloir lui poser des questions. Ensuite, il y a le comportement de vos personnages non-joueurs dans des moments critiques. Des questions de vie ou de mort, des courses contre la montre, etc. Dans ces moments-là, la concentration de vos joueurs est censée être maximale, puisqu'il y a des enjeux. Et là, si un de vos personnages non-joueurs, par une réplique ou par un comportement, s'illustre et montre des éléments de sa personnalité, les joueurs s'en souviendront plus facilement, et donc auront plus tendance à vouloir connaître un peu ce personnage, ou en tout cas à s'en souvenir un peu. Et ça peut tout aussi bien concerner un moment positif comme négatif. J'ai un personnage non-joueur qui a marqué l'esprit des joueurs parce qu'il les a trahis en volant un objet alors qu'il venait de terminer une quête, et à l'inverse, j'ai des personnages d'assistants qui, par leur courage, sont devenus énormément appréciés de mes joueurs. Une autre manière de développer la psychologie de vos personnages non-joueurs tout en donnant envie aux joueurs de fureter par eux-mêmes, c'est la réputation, c'est-à-dire la manière avec laquelle les autres personnages de l'univers ou les éléments de l'univers, des avis de recherche par exemple, racontent l'histoire de votre personnage non-joueur. Ça vous permet plusieurs choses. Déjà, vous continuez de développer votre univers, mais avec le ton de personnage de l'univers. Vous ne vous dissociez pas de la fiction, vous continuez d'être dans la fiction. Par exemple, si un de vos personnages est recherché, eh bien vous pouvez avoir des agents de police ou des citoyens qui vont raconter un peu aux joueurs ce qu'ils pensent de ce personnage. Ah ouais, vous passez par là, faites attention quand même, on raconte que un tel est là-bas, et qu'il est extrêmement dangereux, et qu'il fait ça et tout, alors prudence. Et après, quand les joueurs vont rencontrer le personnage non-joueur en question, ils pourront se faire un avis. Et si là, le personnage qui est recherché réagit de manière complètement maladroite, d'un air de dire « Quoi? Comment? Mais moi, mais j'ai rien fait, c'est un malentendu, je vous jure !» Eh bien, vous en avez bien plus dit qu'un long monologue qui voudrait raconter tous les détails de votre personnage. D'ailleurs, en parlant de monologue, favorisez le fait d'être bref et pas encyclopédique. Les individus qui parlent de ce personnage n'ont pas toutes les informations, parce que si absolument tous les éléments de l'univers vous déroulent de longues listes exhaustives sur comment se comporte tout le monde, ça va vite devenir insupportable pour vos joueurs. Parce que c'est une question de contraste toujours. Si tout est au même niveau, c'est lisse. Si tout est un peu différent, là c'est plus intéressant. Un villageois n'aura que vaguement entendu parler de tel ou tel personnage. Par contre, un noble ou quelqu'un de bien renseigné dans un réseau d'espionnage pourra là donner beaucoup plus d'informations aux joueurs, mais ça reste contextualisé, il va pas vous raconter la taille de ses pieds et la couleur de ses chaussettes. Aussi, la psychologie d'un personnage non joueur, ça peut être intéressant si ce personnage non joueur est utile, important d'une manière ou d'une autre. Mais il faut essayer de ne pas en avoir 12, 15, 200 qui vont se présenter en même temps. Encore une fois, c'est une question d'hiérarchisation. Si tous les personnages sont extrêmement complexes et que vous tenez absolument à ce que tous les joueurs comprennent que tous vos personnages sont extrêmement complexes, là ça va leur passer au-dessus de la tête, ça va être trop lourd. Concentrez-vous sur un, deux ou trois personnages qui vous semblent intéressants, qui ont attiré votre attention, appliquez les conseils de réputation et de montrer leur personnalité à travers leur comportement, ce sera déjà un bon point. Et nous voyons donc qu'il y a une partie de réponse dans la question. Jouer, agir. Eh bien c'est ça, agir. Et ça se remarque d'ailleurs dans la vraie vie. Il y a des proverbes qui mettent en avant le fait de ne pas se fier à ce que quelqu'un dit, mais à ce que quelqu'un fait. Là, c'est à peu près la même chose. Et bien entendu, il faut en tant que MJ toujours se tenir prêt au fait que votre personnage, aussi développé puisse-t-il être, risque de ne pas pouvoir révéler son potentiel, soit parce qu'il n'intéresse finalement pas les joueurs, soit parce que l'histoire en a décidé autrement. Par exemple, si les joueurs partent dans une direction opposée à votre personnage, ou tout simplement si votre personnage connaît une fin aussi tragique qu'inattendue. C'est pourquoi avec les différents conseils de cette vidéo, vous devriez pouvoir donner des petites informations au compte-gouttes et des fois développer un peu plus dans les moments qui sont nécessaires, par exemple les moments d'enquête, sans trop prendre la tête de vos joueurs et en vous faisant plaisir aussi. Parce que c'est quand même ça aussi l'intérêt, c'est que tout le monde s'amuse autour de la table, notamment le maître de jeu. C'est tout pour cette fois, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à plus tard. Et j'ai un ton extrêmement cadré.